Mais tout d'abord, c'est Mathieu Vallet qui est avec moi, eurodéputé et porte-parole du Rassemblement national. Bonjour Mathieu Vallet. Bonjour Clématias, merci de votre invitation. Eh bien, soyez le bienvenu. Écoutez Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, qui a annoncé de nouvelles sanctions contre les rave-parties. Il était à Bourges hier, là où pendant 3 jours, il y a eu donc une grande free-party. Organiser une rave-party maintenant, ce sera un délit puni de 2 ans d'emprisonnement, de 30 000 euros d'amende. Ça veut dire que quand on identifie les organisateurs, on commence par passer par la case garde à vue. Et puis ensuite, il peut y avoir une condamnation délictuelle. Et puis surtout, ce que nous allons proposer, c'est que les participants aux rave-parties, dès lors qu'ils ont été informés du caractère illégal de cet rassemblement musical, et donc dans ce cas-là, ce sera un délit aussi pour les participants, et nous pourrons appliquer l'amende forfaitaire délictuelle à hauteur de 300 euros. Mathieu Vallet, on va parler donc de ces mesures faites a posteriori, donc plutôt pour essayer de limiter, de punir ceux qui se sont rendus illégalement sur un site pour une free party. Mais j'avais une question qui s'adresse à vous, Mathieu Vallet, qui est un ancien policier. Est-ce que c'est si difficile que cela pour les forces de l'ordre d'anticiper en amont, de se dire, attendez, il y a 17 à 20 000 personnes qui se dirigent vers un seul endroit pour une free party sur un site militaire jugé dangereux. Est-ce qu'on a les moyens d'empêcher cela en amont ? Mais bien sûr, mais je comprends pas. Il y a un armada sécuritaire qui a été déployé pour nos paysans et pour des punks drogués qui dansent sur des terrains minés avec des obus et qui sont dangereux pour la sécurité des personnes et des biens. On n'est pas capable d'envoyer 90 centaures de la gendarmerie. C'est le parc dont dispose des véhicules blindés de la gendarmerie nationale, qui est un parc qui fonctionne avec des gendarmes formés, habitués, spécialisés dans des opérations de ce type, mais aussi 116 escadrons de gendarmerie mobile, mais aussi 66 compagnies de CRS. Donc le cœur de ces forces mobiles, le cœur de cette réserve de la police et la gendarmerie, c'est justement d'appuyer les gendarmes locaux et les policiers locaux pour faire respecter la loi. Force aurait dû rester à la loi dès le début. Il aurait fallu sur toutes les routes d'accès empêcher l'accès, qu'il y ait 10 000, 20 000 ou 30 000 personnes. On a la ressource disponible nécessaire et même la motivation des agents pour faire respecter la loi. Les gens ne supportent plus de voir un boulanger verbalisé parce qu'il veut travailler un jour férié et payer double ses salariés, et voir des gens qui, pour la grande partie, ne doivent pas payer d'impôts, en tout cas très peu, qui viennent de l'étranger, qui ont l'impression qu'on est la poubelle du monde, à ne pas respecter les lois et à piétiner, des champs ou des territoires qui ne leur appartiennent pas et dont aujourd'hui la population, j'ai vu que ce matin le trafic pour les écoliers était perturbé, paye aujourd'hui les dingueries des gauchistes de ce week-end. Est-ce que vous pensez que les mesures annoncées par Laurent Nunez peuvent mettre fin à une certaine impunité de la part des organisateurs de ces free parties ? Non, mais cette proposition de loi d'une députée Horizon qui vise à réprimer ces free parties, nous l'avons votée. Mais ça arrive bien tard, cette histoire de teufeurs, entre guillemets, parce que tous les gens qui font la fête, évidemment, ne sont pas de cette même acabit, mais enfin, on avait des messages d'extrême gauche, on avait des messages anti-flics, on avait des messages soi-disant antifascistes, et aujourd'hui, dans notre territoire, il y a un tel laxisme sécuritaire et judiciaire que les gens se croient tout permis, y compris à faire venir des gens d'étrangers qui pensent que c'est la fête du slip en France. Donc il faut évidemment avoir une main qui ne trempe pas, implacable, face à ces gauchistes. Donc oui, la prison pour les organisateurs, oui, la saisie du matériel et le recouvrement des amendes. Et j'estime, on me dit, oui, mais les personnes verbalisées qui habitent à l'étranger, ils vont pas payer les sommes qui sont dues à l'État. Bah attendez, moi quand je me fais flasher en Belgique, on vient me chercher chez moi avec un courrier recommandé pour payer les amendes liées à la vitesse ou au stationnement. On n'est pas capable d'aller chercher de l'argent aux étrangers qui piétinent nos valeurs, nos lois et qui piétinent un terrain miné et dangereux au mépris de nos lois, et on est capable d'aller chercher des honnêtes gens qui feront une infraction bénigne routière à l'étranger. Enfin, c'est complètement hallucinant. Donc vous pensez que ces teufeurs qui ont été verbalisés paieront leur amende de quoi? Non, mais c'est pas que je pense, je vais vous dire que quand il y a des conventions entre la France, l'Allemagne, la France, la Belgique, la France, la Suisse, la France, l'Espagne, etc., on peut aller chercher dans le portefeuille de ces étrangers qui pensent que chez nous c'est la fête du slip. Et en France, on respecte notre loi et force doit rester à la loi. Non, mais moi ça me rend fou parce que je suis le porte-parole de mes électeurs et plus globalement des gens honnêtes qui en ont ras-le-bol. Eux, quand ils font un feu rouge, quand ils font un excès de vitesse, quand ils font un dépassement de stationnement, quand à Paris vous avez le malheur de chevaucher une ligne de bus, vous prenez tout de suite l'amende à la maison directement avec un recouvrement forcé et une saisie sur vos comptes quand vous ne payez pas dans les délais impartis. Donc je vois pas pourquoi ces gens-là, à qui finalement on ne demande jamais rien et qui peuvent tout faire, à qui on laisse tout faire, ils ne paieraient pas non plus les pots cassés de ce qu'ils ont fait ce week-end. Ce phénomène, il est en hausse aussi dans tous les pays d'Europe. Certains pays d'Europe ont été plus, comme l'Italie, je pense, ont été plus sévères même que la proposition de loi annoncée par Laurent Nunez. Pour l'instant, vous, ça vous va ce qui a été annoncé ?
Non mais enfin non mais d'accord qu'on ait une législation qui permette de délictualiser ces comportements d'organisateurs. Oui, mais l'armada sécuritaire et les instructions sécuritaires, il n'y a pas besoin d'une loi pour ça. Il faut un courage politique et il faut surtout, bah oui, il peut y avoir des mauvaises images. Hein. Si on avait évacué ce terrain tout de suite et pas attendre qu'ils partent d'eux-mêmes, il y aurait peut-être des mauvaises images. Que leur public, c'est pas les bisounours, hein. C'est pas pour faire des belles images et faire Disneyland de Paris. Hein. C'est pour faire respecter la loi. Donc moi, je dis oui, nous consentons au Rassemblement national à ce qu'il y ait des mauvaises images si c'est pour faire respecter la loi. Je vois pas pourquoi on n'a pas hésité à faire évacuer des champs agricoles, des fermes, pour faire vacciner des bêtes avec les images dont vous vous rappelez l'année dernière, et qu'on n'irait pas chercher des organisateurs qui organisent des rassemblements illégaux sur des terrains dangereux alors qu'ils ne respectent pas la loi. Mathieu Vallée, on va parler de 2027, on va commencer déjà à se projeter. Bah oui, forcément. Écoutez, Jérôme Gage, à la suite bien sûr de l'annonce de la candidature de Jean-Luc Mélenchon pour une 4e fois donc à la présidentielle. Écoutez, le député socialiste de l'Essonne, candidat lui-même à l'élection présidentielle, qui a estimé que si l'année prochaine c'est un duel Mélenchon-Rassemblement national, ce sera la victoire du Rassemblement national. Il était sur TF1 ce matin. Hier, il a eu cette phrase incidente qui m'a beaucoup heurté en disant on ne sait même pas si le RN se qualifiera au 2e tour. Donc dans cette minoration de la menace que représente le Rassemblement national, je trouve qu'il y a une faute politique. Et encore une fois, aujourd'hui, et il en est le premier responsable. Et moi, je ne dis pas ça avec un plaisir immense. On me reproche en permanence de dire il tape sur Mélenchon, il tape sur Mélenchon. Mais aujourd'hui, si Jean-Luc Mélenchon se qualifie au 2e tour de l'élection présidentielle, alors c'est la certitude de la victoire du Rassemblement national. Vous pensez ça, puisque Marine Le Pen, elle a dit qu'elle préférerait, si jamais elle est candidate bien sûr, affronter un candidat du bloc central, et donc pas un candidat de gauche ou Jean-Luc Mélenchon. Mais aucun Français veut Mathieu Vallée. Jean-Luc Mélenchon comme président de la République. Vous imaginez quand même l'image que ça va donner. On a Jean-Luc Mélenchon qui a été condamné pour s'en être près des policiers et des magistrats suite à cette perquisition au sein de son siège politique où il disait que la République c'était lui. D'ailleurs, il dit hier soir sur TF1, il faut une police exemplaire, il faut une police professionnelle parce qu'aujourd'hui elle est agressive, parce qu'aujourd'hui elle n'est pas déontologique, mais enfin il ferait mieux de donner des conseils chez lui avant d'aller chez les autres. Quand je vois Marie Mesmer, la députée à Rennes, qui place Sainte-Anne, a été prendre à partie des CRS en mettant son écharpe tricolore en pensant que c'est un totem d'immunité, enfin on a l'habitude, hein, quand ils bravent pas les interdictions de manifester ou qu'ils n'empêchent pas les policiers et les gendarmes de travailler en mettant leur écharpe, ils viennent dire à la CRS 82, la CRS nouvelle génération de Saint-Herblain, près de Nantes, de dire sur un contrôle d'identité, vous n'avez pas à travailler comme ça, vous devez partir. En plus, la préfecture s'exécute et fait bouger la compagnie. Non mais en réalité, on veut pas de ça. On veut pas d'un Jean-Luc Mélenchon qui méprise la police, qui méprise nos lois, qui a déjà été condamné pour s'en être prêt aux représentants de l'autorité et à ceux qui jugent au nom du peuple français. Et donc, j'ai hâte que cette campagne, elle commence réellement et que nous aussi, on puisse présenter notre programme et dire la réalité d'en face de ce qu'ils veulent. Le chaos, finalement, chaos sécuritaire, chaos migratoire, chaos civilisationnel avec leur fameuse Nouvelle-France. Donc nous, on veut pas de ça. Donc ça va être très simple. Hein. En réalité, comme ils n'ont pas de programme, qui sont nuls sur la police, qui sont nuls sur la justice, qui sont nuls dans le respect des lois, hein, on voit le nombre de condamnés chez eux, ça va pas être compliqué de dire qu'il n'ira pas au second tour. Ça fait 4 fois qu'il est candidat, ça fait 4 fois qu'il n'a jamais été au second tour, M. Mélenchon. Donc au bout d'un moment, il faut avoir un peu d'humilité. Quand je vois Clémence Guettet dire sur une chaîne concurrente, oui, mais on va battre le Rassemblement national, oui, on va être au second tour, dis donc, ça fait longtemps qu'il est au second tour si on les écoute. Hein. Mathieu Vallée, je reviens aux questions de stratégie politicienne. Jean-Luc Mélenchon fait en quelque sorte le pari du second tour contre Marine Le Pen ou Jordan Bardella, car pour lui, le barrage républicain blanchirait finalement n'importe qui pourvu qu'il soit. Non, mais nous, on prend tout le monde. Opposé. Alexandre, on prend les Françaises et les Français, ceux qu'ils enverront au second tour de l'élection. Vous savez qu'au premier tour, on élimine, au deuxième tour, on choisit. Donc nous, on a été 2 fois au second tour de l'élection présidentielle, hein, en 2017 et en 2022. Marine Le Pen a fait la démonstration qu'elle était en capacité de convaincre une partie des Français, une grande partie, à voter pour elle. Maintenant, on souhaite que ça soit une majorité, vous savez, qu'on puisse avoir finalement au second tour cette élection qu'on attend dans notre parti pour appliquer nos idées. Mais est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle finalement pour vous, cette candidature de Jean-Luc Mélenchon? Mélenchon? Je m'en fous, c'est pas question de bonne ou mauvaise nouvelle. Hein. Si c'est Édouard Philippe, c'est Édouard Philippe. Si c'est Jean-Luc Mélenchon, c'est Jean-Luc Mélenchon. Alors c'est sûr que Édouard Philippe, lui, il a un bilan gouvernemental. Il a été le chef du gouvernement de la France pendant plus de 3 ans sous Emmanuel Macron. Et Jean-Luc Mélenchon, il a un bilan politique qui est celui que je vous ai rappelé. Donc en réalité, on n'aura pas les mêmes arguments, mais on aura les mêmes adversaires en face qui ont fait des alliances, notamment lors du second tour des élections législatives. Vous l'avez pas trouvé plus arrondi hier? Ah bah pas du tout. Hein. Arrondi comment, sur quel sujet? Il attaque nos entreprises, il attaque nos forces de l'ordre, il attaque nos valeurs, il attaque celles et ceux qui défendent l'identité, le patrimoine à la française. Donc non, c'est le même. Hein. Il n'y a pas trop ripoliné la façade en réalité. Hein. Mathieu Vallée, on prépare bien sûr, et tous les partis se préparent à la présidentielle de 2027. Il y a quelque chose d'important dont on parle assez peu finalement dans une campagne pour toute élection, mais notamment pour la présidentielle, c'est l'argent.
Comment trouver assez d'argent pour mener une campagne? Ça coûte cher, c'est très encadré. Écoutez Daniel Ball, le président de la Fédération bancaire française, qui a suggéré une intervention de l'État pour faciliter l'accès auprès des candidats. Il était sur BFM Business ce matin. La proposition que nous faisons, c'est que pourquoi n'y aurait-il pas une intervention publique dès le départ, soit par une avance faite par l'État, Une sorte de fonds? voilà, soit au moins une garantie donnée à première demande à la banque qui prêterait. Et cela libérerait clairement le sujet. Je rappelle également que pour les élections municipales, législatives, départementales, régionales, il n'y a quasiment pas de problème parce que les montants ne sont pas les mêmes. Parce que la grande majorité des banques françaises acceptent, après étude du dossier bien entendu, parce qu'il faut toujours le regarder, c'est toujours un dossier de crédit, de suivre les candidats qui sont déjà préalablement leurs clients. Mathieu Vallée, au RN, qu'en pensez-vous de cette suggestion? Est-ce que vous êtes preneur? Bon, d'abord, je rappelle au président de la Fédération bancaire que lorsqu'il y a eu la crise des subprimes, vous savez, cette crise qui a touché tous les établissements bancaires du monde, de l'Europe et singulièrement aussi de la France, tous les Français ont mis la main à la poche pour pouvoir renflouer nos banques. Donc je pense que dans un État démocratique, c'est important que les banques puissent financer les candidats. Puis, concernant le Rassemblement national, on n'a jamais fait défaut, on a toujours payé nos emprunts, nos crédits, et puis nos résultats récents, si on prend que les 2 dernières présidentielles, je vous l'ai dit, 2017 et 2022, on a largement fait le taf, puisqu'on a fait non seulement plus de 5% au premier tour, mais en plus au second tour, Marine Le Pen a été qualifiée face à Emmanuel Macron. Donc évidemment que cet argent qu'on demande d'emprunter, 10 700 000 euros de mémoire, le plafond maximal autorisé par la loi, sera remboursé. Maintenant, Emmanuel Macron avait promis une banque publique pour financer les élections, les candidats et les campagnes. Ça n'a toujours pas été fait. Je vois qu'on prête 90 milliards d'euros à l'Ukraine au Parlement européen. Je vois pas pourquoi on pourrait pas prêter de l'argent à des candidats pour permettre l'exercice de la démocratie dans notre pays. Enfin, c'est ça que les gens ne comprennent pas. Il n'y a pas de sous pour nos hôpitaux, pour nos commissariats, nos gendarmeries, nos services publics ou nos candidats et les partis politiques qui concourent à la démocratie, comme le dit la Constitution, mais il y a des sous pour des pays étrangers, des pays de l'Europe, pour qu'ils puissent faire la guerre, d'accord, pour qu'ils puissent faire respecter leur souveraineté territoriale, ok, mais il faut aussi qu'on s'occupe des nôtres, de notre pays et de notre capacité aussi à pouvoir présenter des candidats qui ont des grandes chances demain d'être élus. Donc si je comprends bien, vous êtes plutôt favorable, non, à cette suggestion? Ça vous paraît aller dans le bon sens? Nous, on va plus loin que ça, on souhaite une banque publique. C'est ce qu'Emmanuel Macron avait promis. François Bayrou, dans son passage éphémère à Matignon, l'avait redit, mais c'est toujours pareil avec la Macronie, c'est beaucoup de promesses et derrière beaucoup de paresse. Donc on n'a pas eu finalement vu la couleur de cette promesse qui a été faite depuis de nombreuses années par Emmanuel Macron, mais comme la proportionnelle, comme beaucoup de sujets. Au Rassemblement national, vous avez déjà, j'allais dire, parce que j'imagine que de ce côté-ci, vous avez commencé à chercher, est-ce que vous avez encore du mal à avoir des prêts de la part des banques? Là, si on se projette pour 2027. Alors, sur les municipales, effectivement, d'ailleurs, je crois qu'il y avait une enquête sur ça, judiciaire, mais parce qu'il y a eu un signalement, mais on fonctionne beaucoup grâce d'abord aux dons, ensuite grâce à nos adhérents. On a de plus en plus d'adhérents dans notre parti, plus de 155 000. Ensuite, il y a des banques qui nous prêtent. Maintenant, là, on parle d'un montant assez important et d'une échéance capitale pour notre pays, qui est l'élection présidentielle, en fait. Pour les municipales, les régionales, les législatives, souvent, on peut avoir des emprunts dans la limite fixée par la loi auprès de personnes physiques. Bien réglementé. Exactement. Mais on ne peut pas miser que sur ça, sur l'élection présidentielle. C'est pas possible de faire un emprunt, même de 1 million par-ci ou un demi-million par-là. Il faut que ça soit une banque qui puisse prêter de l'argent, non pas pour se faire plaisir, mais pour exercer la démocratie qui est plutôt saine dans notre pays. Et peu importe si cette banque est étrangère? Non, on préférait une banque française, évidemment. On est patriote, on a un certain nombre d'établissements bancaires dont ici, je ne vais pas vous faire la publicité des noms, mais on a des grands groupes qui peuvent, évidemment, avec des reins solides qu'on leur connaît, avec finalement une entrée au CAC 40 qu'ils ont, pouvoir assurer un financement et qui seront évidemment remboursés. Enfin, monsieur, j'ai plus son nom, mais le président de la Fédération bancaire, Daniel Ball. Daniel Ball va pas nous faire croire qu'il a peur. Alors oui, Nicolas Sarkozy a eu ses comptes de campagne à valider, mais au bout du bout, la banque récupère toujours son argent, que ce soit auprès de l'État, auprès du candidat, auprès du parti politique, mais va pas me faire croire qu'aujourd'hui, c'est le petit frère des pauvres au niveau des banques, quoi. Donc vous avez moins de difficultés quand même au RN pour... Non, c'est pareil, à chaque campagne. Alors moi, écoutez, je suis arrivé au parti il y a 2 ans, donc j'ai pas fait l'audit de la capacité qu'on a de pouvoir emprunter auprès des banques françaises. Mais en tout cas, je sais que de ce que j'entends dans le parti, c'est compliqué, alors que ça ne devrait pas l'être. Là, on doit se concentrer sur la campagne, nos idées, l'organisation des meetings, des rencontres avec les Français. Et tout ce qui est l'intendance devrait suivre naturellement, si j'ose dire, parce que les banques devraient nous prêter. Mathieu Vallée, vous êtes porte-parole du Rassemblement national, vous êtes l'invité des grands entretiens d'Europe 1 Info. Demain, le rapport de Charles Aloncle après la commission d'enquête sur l'audiovisuel public, après de longs débats, de longues auditions, des batailles aussi entre les groupes politiques, et bien ce rapport, qui a bien été validé par les députés, sera public demain.
On sait déjà quelles sont certaines de ces préconisations. Elles ont été dévoilées. Je vous propose d'écouter Charles Laloncle, qui est le député EDR, qui est le fameux rapporteur. Parmi les préconisations, il estime qu'il faut fusionner France 2 et France 5, supprimer aussi France 4. Il était sur RTL. Écoutez-le. France 4 n'a pas trouvé son public, France 4 n'a jamais réussi à trouver une identité propre entre contenu culturel ou jeunesse. On voit par exemple que le matin, il y a des contenus un peu doublonnés entre France 5 et France 4, des contenus d'animation à destination des jeunes, des enfants, qu'on pourrait retrouver sur la plateforme. C'est-à-dire que sur les 3 chaînes que j'ai citées, il y en a 2 qui disparaissent en fait. Il y a une fusion entre France 2 et France 5. Pourquoi je la propose ? Parce qu'aujourd'hui, vous avez énormément de contenus rediffusés sur ces 2 antennes en deuxième partie de soirée, ce que déplore nombre de téléspectateurs qui m'ont écrit en masse sur mon adresse mail publique. Donc on pourrait réduire la part de ces rediffusions. Mathieu Vallée, au Rassemblement National, vous militez plutôt pour la privatisation du... Oui. Ça n'a pas changé. Hein. Donc j'allais vous poser la question, est-ce que ces préconisations de Charles Laloncle vont assez loin pour vous ? Non mais Charles Laloncle avec Éric Ciotti sont des grands partenaires, avec des grands alliés qui ont eu le courage de nous rejoindre lors des élections législatives de 2024. Maintenant... ils ne souhaitent pas aller jusqu'au bout de la privatisation, de ce que j'ai compris. Non, ils souhaitent garder une partie du public. Nous, on est pour la privatisation. Jordan Bardella l'a encore rappelé récemment dans différents journaux, y compris sur votre antenne. Donc, il n'y a pas de difficulté sur ça. Ça fera partie de vos propositions pour 2027 ? Oui, bien sûr. On n'est pas, mais on n'est pas du genre à renier nos convictions et les idées fortes qu'on propose lors des campagnes. Mais je veux quand même redire tout mon soutien à Charles Laloncle, qui a fait un travail exceptionnel, un travail d'orfèvre, si j'ose dire, qui est courageux, qui a subi des attaques personnelles. Vous savez, quand vous n'avez plus rien sur le fond, vous attaquez sur la forme. Donc, je veux quand même redire qu'il a un député de l'Hérault qui fait plus que le taf. Moi, j'avais été dans l'Hérault il y a plus d'1 an et demi, il m'avait accueilli et je peux vous dire que ça avait été exceptionnel parce que c'est quelqu'un de brillant et d'intelligent. Et grâce à lui, par exemple, j'aurais aimé que Tristan Valek, celui qui présente complément d'enquête avec ses fameux fauteuils rouges, voilà, ou encore Elise Lucet qui n'a pas voulu donner son salaire à la commission d'enquête qui fait envoyer spécial investigation. Vous savez, elle va traquer les responsables d'entreprise pour savoir qui est payé par qui, qu'est-ce qu'ils font. Elle n'a pas voulu dire combien elle était payée. C'est marrant, ces gens qui ont fait un complément d'enquête sur Pascal Pro et CNews, qui ont fait 2 compléments d'enquête sur Jordan Bardella juste avant les élections européennes, mais n'y voyez aucune coïncidence. N'aient pas été capables sur leur propre entreprise de faire leur propre audit et leur propre examen de conscience. Il a fallu attendre que Charles Laloncle mette avec cette commission le nez dans le détail des affaires de France Télévisions pour pointer certaines dérives. Voilà. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais moi, je trouve quand même hallucinant, et il n'y a pas d'attaque personnelle, que Delphine Ernotte, la PDG de France Télévisions, qui payait quand même un salaire de dingue, dans un contexte où aujourd'hui, on demande aux Français de faire des efforts, elle payait sa nuit au Majestic 1600, 1700 € lors du Festival de Cannes, alors que le plafond autorisé par France Télévisions, c'est 350. Elle a répondu, mais en fait, quand on fait preuve de bon sens et de respect des Français, il n'y aurait même pas dû avoir de sujet sur ça. Voilà. Pareil, on apprend qu'il y avait 126 000 € par jour de frais de cocktail à France Télévisions. Enfin, c'est quand même hallucinant. Qu'est-ce qu'on fait des frais de bouche dans une entreprise qui est censée promouvoir les documentaires, l'information, la diversité d'opinions. Sur ça aussi, il y aurait bien des choses à dire. Mais donc voilà, moi j'estime que oui, cette commission d'enquête a apporté des éclairages importants, que ça soit sur le fonctionnement financier, sur le fonctionnement d'entreprise ou les buts qu'elle devait atteindre. Et je trouve qu'il y a des choses quand même assez graves qui ont été dévoilées par cette commission d'enquête et qui devraient faire l'unanimité pour que ça soit plus légion dans cette entreprise qui est payée pour 4 milliards par an par l'argent des Français. Lui, Charles Laloncle, il prévoit une cure d'austérité de plus de 1 milliard d'euros annuels. C'est un quart des crédits de l'État pour l'audiovisuel public. Alors, je sais que vous êtes en faveur de la privatisation, mais quand même, est-ce que la fusion de France 2, France 5, la suppression de France 4, ce serait une bonne option pour vous ? Oui, mais moi j'ai écouté ces arguments qui motivent ces fusions, ces suppressions, ces économies. Moi, je les trouve légitimes. Maintenant, encore une fois, tout ce qui s'énonce clairement se conçoit simplement, c'est à peu près l'adage de Boileau que je reprends à mon compte avec ma personnalisation, mais plus sérieusement, moi je pense qu'il faut privatiser l'audiovisuel public parce qu'aujourd'hui on n'a plus les moyens d'avoir un train de vie de l'État qui paye 4 milliards d'euros pour une télé et une radio. Enfin, moi je suis désolé, mais c'est quand même... Attendez, vous avez France TV / 20 millions d'euros par an à peu près, parce qu'on a du mal à avoir des chiffres pour une entreprise qui utilise des données publiques, qui par exemple a appelé une cagnotte pour la famille d'Adama Traoré, vous savez, suite à cette intervention des gendarmes qui a entraîné le décès de M. Traoré, dont la justice a complètement innocenté, n'en déplaise aux Traoré, aux gauchistes, aux LFistes qui ont bravé les interdictions de manifester et qui en ont fait justice pour Adama. Non, c'est justice pour les gendarmes. Vous trouvez normal que moi, avec mes sous, avec vos sous, avec l'argent des Français, sur une plateforme, on fasse des quêtes, on fasse des dons, des appels aux dons, à la collecte de dons, pour pouvoir financer une famille dont l'État n'a rien à se reprocher, dont les gendarmes ont été innocentés, auxquels moi j'ai toujours cru à leur innocence. Enfin, il faut pas être un grand clerc pour comprendre qu'on n'a pas des gendarmes qui sont des fous furieux assoiffés de sang, qui veulent tuer des gens. Ça, c'est le discours de l'extrême gauche. Donc ça aussi, c'est encore une gabegie financière, 20 millions d'euros. C'est hallucinant.
20 millions d'euros, on pourrait faire plein de choses avec 20 millions d'euros. On pourrait restaurer nos églises, on pourrait restaurer nos musées, on pourrait restaurer notre patrimoine. Donc oui, on parle pas d'un euro ou de centaines d'euros, on parle de milliers d'euros. Mais est-ce qu'il ne faut pas quand même garantir une sorte d'audiovisuel qui prône certaines missions de service public, certaines émissions qu'on ne voit pas ailleurs, certains sujets qu'on ne voit pas ailleurs? Est-ce que ce ne serait pas nécessaire? Quand on voit les audiences de certaines chaînes de France Télévisions, c'est sûr qu'on comprend pourquoi on ne les voit pas ailleurs. Mais je veux dire, au bout d'un moment, moi je pense que... si on n'a que du privé, voilà. TF1 a été privatisé, je crois, en 87, dans les années 90. Aujourd'hui, est-ce que c'est pas un grand groupe, une grande chaîne qui arrive à faire différents contenus? Alors oui, évidemment que la télé-réalité qui est propre aux chaînes privées, qui font évidemment ce qu'ils veulent avec l'argent de la publicité et de leurs revenus qui leur est propre, mais on n'est pas forcément envie de voir ça sur les chaînes du service public, ça c'est une certitude. Mais c'est sûr que j'ai pas envie de voir sur France 2 ou France 3, même si je suis du Nord, les ch'tis à Marseille. Mais évidemment que le service public a un gros examen de conscience à faire. Moi, quand je vais chez France Info et que Jordan Bardella est traité de ballon de baudruche, ou qu'il y a des prises à partie violentes, comme en nous comparant à des nazis sur France 5 lorsqu'il n'y a pas de modération qui est faite par le présentateur, il y a un sujet. D'ailleurs, l'Arcom dit qu'il n'y a pas de sujet. Quand à chaque fois il y a des dérives ou des dérapages sur France Télévisions, ou même sur Quotidien, pardon, comme ça je fais le package, même si Quotidien c'est pas l'argent public, il n'y a jamais de problème. Non, mais il n'y a jamais de problème. Par contre, quand c'est pour CNews, pour le moindre fait, le moindre mot, là il y a tout de suite un problème. Donc oui, les Français, dans leur majorité, ressentent, je pense comme moi, comme beaucoup, de ce deux poids deux mesures. Voilà. Donc mais si on privatise et si c'est acheté par un groupe privé, il faudrait quand même un cahier des charges précis, quelque chose d'un peu comme vous, comme CNews, oui, comme BFM sûr, TV, comme toutes les chaînes de la TNT. D'ailleurs, je remarque, puisque si vous en donnez l'occasion, ils ont fermé C8, mais les chaînes qui ont remplacé C8, c'est pas le grand soir en termes d'audience, en termes de fonctionnement. Hein. Je sais pas combien de fois vous avez déjà regardé ces chaînes qui ont remplacé C8, mais en réalité, la première chaîne aimée des Français qui a été remplacée par, je crois, les dernières chaînes je vais pas dire détestées, mais en tout cas oubliées des Français. Donc il faut un gage de sérieux de l'Arcom. De toute façon, l'Arcom, c'est pareil, c'est une agence qui nous coûte des sous, comme l'ADEME, comme beaucoup d'agences, qu'on peut faire des économies. Il y a plein d'économies à faire. Hein. C'est juste qu'il faut du courage politique. Non mais l'Arcom, c'est pareil. Enfin, elle distribue les bons et les mauvais poids, sauf qu'elle distribue toujours les mauvais poids aux mêmes chaînes, aux mêmes groupes, où on a l'impression qu'il y a un parti pris idéologique. Donc oui, il faut faire un grand ménage dans beaucoup de dépenses inutiles, ou en tout cas farfelues de l'État, dans un contexte aujourd'hui où on n'a plus un rond. Il aurait fallu faire ce travail d'orfèvre bien avant. Aujourd'hui, on est prêt à la gorge. Donc quand on est prêt à la gorge, évidemment, on a moins le temps et la facilité de pouvoir se desserrer de l'étau. Mathieu Vallet, merci beaucoup. Vous êtes eurodéputé, porte-parole du Rassemblement national et premier invité des grands entretiens d'Europe 1. Privé fonctionne très bien. Vous voyez, vous en êtes la preuve. Merci Mathieu Vallet.